Avec tout notre cœur, notre pouvoir, notre sueur et notre âme, nous ferons en sorte que l'Amérique soit grande une nouvelle fois. Je vais préserver la grandeur de l'Amérique. Oh, nous allons la maintenir grande, plus grande que jamais. Nous allons la maintenir plus grande que jamais. Et c'est pourquoi, ce soir, je me tiens devant vous pour officiellement lancer ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis. Cette fois, ça y est, la campagne est lancée aux États-Unis. Depuis la nuit dernière, Donald Trump est très officiellement candidat à sa réélection. Bienvenue dans le débat de France 24. C'est donc dans une ambiance survoltée, devant près de 20 000 supporters venus l'acclamer dans l'Amway Center d'Orlando, que le président américain s'est déclaré pour un second mandat, en dévoilant au passage son slogan de campagne « Keep America Great », maintenir à l'Amérique sa grandeur, entendez celle qu'elle a retrouvée sous Donald Trump. Kim Bodine nous donne un premier aperçu de ce premier meeting de campagne. Acclamé par la foule, c'est tout sourire que Donald Trump arrive à son pupitre. Comme à son habitude, le président américain s'est montré très à l'aise, d'emblée incisif envers les journalistes et les démocrates. Un Trump de 2020 qui ressemble beaucoup à celui de 2016. Nos opposants démocrates radicaux sont guidés par la haine, les préjugés et la rage. Ils veulent vous détruire et ils veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons. C'est inacceptable, ça n'arrivera pas. Et le fond non plus n'a pas beaucoup changé. Dans un discours d'un peu plus d'une heure, Donald Trump a brandi ses thèmes favoris, les mêmes qui lui avaient permis d'être élu en 2016. Lutte contre l'immigration, victimisation face à l'acharnement supposé des médias et de ses opposants. Nouveauté cette fois, la bonne santé économique mise en avant par le candidat à sa réélection. En effet, 2 ans et demi après son investiture, le taux de chômage est historiquement bas, même si les travailleurs pauvres sont nombreux. Le monde entier nous envie notre économie. C'est probablement la meilleure économie que nous ayons eue dans l'histoire de notre pays. Et tant que vous garderez cette équipe en place, nous avons un énorme chemin à parcourir. Notre avenir n'a jamais été aussi prometteur. Si Donald Trump a promis un séisme dans les urnes, sa position reste délicate dans les sondages. Voilà, et c'est comme à son habitude sur les Rolling Stones qu'il quitte la scène. Va-t-il déjouer à nouveau les pronostics et s'adjuger à une majorité de grands électeurs, à défaut de convaincre une majorité d'Américains? Mérite-t-il de passer 4 années supplémentaires à la Maison-Blanche, au poste peut-être le plus important et le plus sensible de la planète? On en débat avec vous. Laure Mandeville, bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, auteur de Qui est vraiment Donald Trump? C'est paru aux éditions des Équateurs. Merci d'être avec nous. Également parmi nous, Anne Désine, professeur émérite à Paris-Ouest Nanterre, auteur de La Cour suprême des États-Unis. Et puis également avec nous, Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur américain. Bonjour Jeffrey Hawkins. Merci à vous trois d'avoir accepté de débattre. Donald Trump, à nouveau candidat, a-t-il jamais cessé de l'être, Laure Mandeville? Non, pas vraiment. Depuis le premier jour où il a mis le pied à la Maison-Blanche, il était à nouveau en campagne. Mais là, il lance le grand show. En fait, il a fait le show, c'est vrai, pendant toutes ces années à la Maison-Blanche. Mais là, c'est du Trump pur, je dirais. Et on reprend les mêmes et on recommence, quoi. C'est-à-dire, le public est là, il est aux anges, il hurle, le stade est plein à craquer. Les thèmes sont les mêmes, l'immigration, ces élites qui nous en veulent, qui veulent vous détruire, mais je ne les laisserai pas faire. Il est toujours le candidat anti-système qui défend son peuple, le peuple de Trump, et qui veut maintenir la grandeur qu'il aurait rendue à l'Amérique. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans ce discours, Anne Désine? C'est qu'il y avait peu de propositions et qu'il a fait campagne comme il aurait pu le faire en 2016, c'est-à-dire alors qu'il est le président des États-Unis, il s'est présenté comme étant en dehors, le pauvre petit persécuté, mais qui va s'en prendre au système de façon à sauver sa base et à rendre la grandeur de l'Amérique. Alors, qu'il ait repris le thème de l'immigration, on s'en doutait. Il avait envoyé un tweet 2 jours avant en disant « on va arrêter des milliers de personnes, etc. » Mais ce qui m'a peut-être le plus surprise, c'est qu'il s'en prenne à Hillary Clinton. Hillary, c'est du passé.
Et pourtant, ça a bien marché. Ils étaient tous en train de hurler « lock her up », qu'on l'enferme, qu'on l'enferme. Alors ça, c'est quand même assez surprenant, c'est assez fantastique, le fait qu'ils comprennent qu'il peut sans arrêt remâcher les mêmes thèmes, qui ne sont pas d'actualité, et que les personnes qui ont attendu une nuit entière pour être sûres, et quand même, ils suscitent un enthousiasme, et je pense que les candidats démocrates aimeraient bien susciter ne serait-ce que la moitié de l'enthousiasme que suscite M. Trump. Un enthousiasme et une jubilation, Jeffrey Hawkins. Un candidat, qui plus est un président sortant, qui parle autant du camp adverse, ça laisse à penser finalement que la popularité de Donald Trump dans son camp, c'est parce qu'il passe son temps à taper sur l'adversaire, non ? On ne peut pas mesurer la popularité du président avec l'assistance du public dans un stade qui a été rempli par le Parti républicain. Et apparemment, on a fait venir des cartes. Oui, est-ce qu'on a souvent vu cette ferveur au sein du Parti républicain ces dernières années ? Je ne sais pas, mais c'est intéressant comme les autres intervenants ont dit. Franchement, Trump a repris les mêmes tubes de 2016. Et le problème auquel il est confronté, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'opposant. Donc, c'est un peu plat. Vous voyez, c'est comme il n'a pas d'ennemi, comme il n'a pas de cible, il est obligé de revenir sur Hillary. Et franchement, c'est pas très intéressant. Laure Mandeville. Si je pouvais rajouter une chose, je pense quand même que c'est opérant ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien reconnaître que depuis qu'il a mis le pied à la Maison-Blanche, tout le système a essayé de le marginaliser et de le mettre dehors, et notamment ses adversaires. C'est vrai que Trump arrive, il est immédiatement délégitimé. Il y a un soupçon sur le fait qu'il a été mis là par le président Poutine, qui va accompagner les 3 années qu'on vient de vivre de manière absolument permanente. Il y a un soupçon, il n'est pas légitime, il va falloir le destituer, etc. etc. Et la fameuse enquête Mueller. Et donc, et après, il y a eu beaucoup d'autres choses, d'autres enquêtes qui ont été mises en place. Le fait que la presse et ses adversaires ont fait courir l'idée qu'il était fou, qu'il était malade, mentalement, etc. Et autant d'éléments qui l'utilisent. Psychologiser l'adversaire. Et donc je pense qu'il a beau jeu aujourd'hui de dire, regardez, ce système ne m'a pas détruit. Je suis toujours là et je vais continuer à vous défendre. On a avec nous justement un ancien conseiller de Donald Trump sur la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient durant la précédente campagne 2016. Walid Pharres, bonjour. C'est le Donald Trump de 2016 que vous avez vous aussi eu l'impression d'entendre hier ? Oui, tout à fait. C'est une extension, disons, historique des éléments qu'il a utilisés pendant la campagne de 2016. Mais comptons 2 ans et demi de présidence avec tous les dossiers qu'il a rencontrés. Comptons aussi les enquêtes russes, comptons toutes les campagnes qui ont été dirigées contre lui. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est un Trump 2, niveau 2, qui va faire face au candidat démocrate en fin de compte. Comment est perçue justement, comment est vécue cette nouvelle candidature aux États-Unis et comment est-elle perçue plus précisément à Washington, qui n'a quand même cessé d'attaquer ces 3 dernières années ? Moi, je pense qu'il y a une division ici, comme il y a une division mondiale en ce qui concerne le phénomène du président Trump. Il y a ceux qui l'appuient, qui appuient ses projets, ses arguments, et puis il y a ceux qui sont contre lui. Il n'y a plus de centre, à mon avis. Et je fais une distinction qui est importante. Je l'ai faite déjà en 2016. On en a parlé à ce moment-là entre ceux qui sont les Trump supporters, ceux qui sont ses électeurs à lui personnellement, avec qui il connecte à travers le Twitter, à travers les éléments sociaux, mais aussi il y a les électeurs en général. La bataille ne se fera pas entre la gauche et ses militants et les supporters de Trump. Elle se fera au centre. À partir de, disons, l'année prochaine, ou bien le début de l'année prochaine, on va se concentrer sur les tendances, sur les idées de ce groupe de 15 millions d'électeurs qui sont au centre, qui lui ont donné la confiance la fois passée, qui ont donné la confiance au président candidat Obama 2 fois. Donc c'est ça où la vraie bataille va se passer, plus que ceux qui sont dans l'arène chez lui ou ceux qui sont dans l'arène chez les démocrates plus tard. La bataille se jouera au centre. C'est ce que vous pensez, vous aussi, Indésine, alors même que Donald Trump, hier, n'a pas tellement cherché à jouer au centre. Non. En fait, l'opinion est tellement polarisée parce que les médias sont polarisés qu'on a vraiment le groupe des soutiens de Donald Trump, disons 40% de la population, ils regardent Fox News, ils regardent les tweets, etc.
et ils sont absolument déconnectés de la vraie vie. Ils n'entendent que des fake news et donc ils ne se posent pas trop de questions. Ensuite, il y a l'aile gauche du Parti démocrate et puis il y a un centre. Alors, du côté de Trump, il ne s'adresse qu'à sa base, à ses millions d'électeurs qui lui ont donné la victoire. Est-ce que certains d'entre eux vont commencer à se dire... L'éditorial de Orlando Sentinel, le journal du lieu où il a fait son meeting, est intéressant parce qu'il dit on ne va pas donner notre soutien, endorse Trump, parce qu'on considère qu'il viole toutes les normes morales. C'est-à-dire qu'il tire le pays par le bas. Et en particulier, il y a tout un passage sur le nombre de mensonges. 10 000 mensonges depuis qu'il est en poste. Certains jours 7 et certains jours fastes où il y a soit un meeting, soit une catastrophe, Mueller, etc. Je crois qu'il y a un jour où il a proféré 100 mensonges. Donc ça, c'est quand même quelque part une attaque caractérisée contre ce qui est très important aux États-Unis, qu'on n'utilise pas trop en France, mais que les journalistes utilisent beaucoup. C'est pas un mot compliqué là-bas, qui est rule of law, la primauté du droit. Or, le droit, ça implique quand même de respecter une sorte de point commun. Et ce premier point commun, c'est d'accepter qu'il y a des vérités et puis des choses qui sont erronées. Et ça, cette frontière, elle s'est complètement estompée. Quant à la date, c'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'il a été obligé de ressortir cette malheureuse Hillary de je ne sais pas d'où d'ailleurs? C'est parce qu'il n'a pas encore d'adversaire, parce qu'il se déclare si tôt. Quand on compare 18 mois avant, c'est trop tôt. Ben, c'est pas trop tôt, mais par rapport aux autres, ils attendaient quelques mois avant, de façon à ce que cette atmosphère de polarisation n'occupe pas un nombre de mois considérable. Parce que c'est difficile d'être le président de tous les Américains quand on s'est déclaré le candidat d'un bord et qu'en plus qu'on s'est déclaré avec une telle violence contre l'autre bord. Et la Floride, c'est aussi intéressant comme lieu parce que c'est un État pivot, ça on le sait, on se rappelle l'imbroglio en 2000 et chaque année c'est compliqué. Mais cette année, ça va être intéressant de suivre parce qu'en raison d'un référendum d'initiative directe, il y a 1 400 000 électeurs qui ont été condamnés, qui ont purgé leur peine de prison, qui vont pouvoir voter. Est-ce que les démocrates, parce qu'a priori, ils sont plutôt démocrates. Est-ce que les démocrates vont réussir, à les inscrire sur les listes électorales, malgré le secrétaire d'État, celui qui est en charge des élections, qui est en train d'essayer de les bloquer? Et est-ce que ces gens vont aller voter et vont aller voter démocrate? Ça peut faire une petite différence en Floride. Jeffrey Hawkins, le choix de la Floride, alors est en balance, mais la ville d'Orlando est une ville plutôt démocrate. Ça correspond à quoi de la part de Donald Trump, ça? D'abord, il ne faut pas oublier Mar-a-Lago, donc son fameux... ça voulait dire qu'il n'est pas loin pour aller derrière faire un 18 trous. Donc, il se flatte d'être de la Floride quelque part, mais aussi, comme notre collègue a dit, ô combien important pour les élections. Et s'il ne gagne pas en Floride, je ne le vois pas forcément gagner. Donc, c'est évident qu'il doit avoir cet État comme acquis. Et c'est intéressant parce que le centre, ça n'existe pratiquement plus aux États-Unis. Donc, mais c'est un poids électoral encore. Il suffit simplement de mobiliser sa base. Et on a vu un tout petit peu avec les élections en 2018, donc pour le Congrès. Et là, les démocrates étaient beaucoup plus mobilisés que les républicains. Et on a vu les résultats, 40 sièges dans la Chambre des représentants pour les démocrates. Et donc, c'est pour cette raison-là que Trump a si besoin de ce rhétorique violent et d'avoir un opposant, un adversaire face à lui, parce qu'il doit absolument, impérativement mobiliser cet électorat qu'on voit derrière vous. On va en parler, mais Laure Mandeville, cette base républicaine, elle a besoin d'être encore davantage mobilisée quand on voit dans les sondages qu'elle porte à plus de 90% Donald Trump aujourd'hui. Le taux d'approbation de Donald Trump chez les sympathisants républicains est extrêmement élevé, non? Tout à fait. En fait, c'est pour ça que moi, je suis assez d'accord avec Walid Farid sur ce qu'il dit et un peu en désaccord avec vous. C'est-à-dire, je pense qu'il faut distinguer entre, quand vous dites qu'il n'y a plus de centre, vous avez raison sur la classe politique. Il n'y a plus de centre politique véritablement qui tienne aujourd'hui. Tout se radicalise entre les deux partis. Mais l'électorat, lui, il est toujours là. Et il y a toujours des gens qui sont au centre. Et eux, il va falloir qu'ils se positionnent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump a gagné en Floride et dans le Midwest, dans ces fameux États de la ceinture de rouille, auprès d'un électorat qui était un électorat démocrate.
démocrate, qui a basculé, qui avait vécu en partie, qui avait voté pour Obama, voté pour Bill Clinton, avant avait voté pour Reagan, et qui est susceptible, qui a basculé du côté de Trump, et qui aujourd'hui, probablement, est en jeu d'une certaine manière. Et la question, c'est est-ce que ces gens-là, justement, se remobiliseront pour Trump, parce qu'il défend quand même leurs intérêts, justement, sur la renégociation de la globalisation, le protectionnisme, le commerce ou la question de l'immigration, ou si, par déception, ne voyant pas les fruits suffisamment portés ou étant dérangés peut-être par son style trop disruptif, est-ce qu'ils rebasculeront de l'autre côté? Je crois que ça va être vraiment une des vraies questions. Vous avez parfaitement raison, mais il ne faut pas oublier que cet électorat n'a pas basculé massivement. Il s'agissait de quelques dizaines de milliers de voix. La victoire de Donald Trump se jouait avec quelques dizaines de milliers d'électeurs, et notamment ce fameux Obama-Trump. Les anciens électeurs Obama qui ont voté Trump cette fois-ci. Et on l'a vu d'ailleurs, et là je vous donne un peu raison, on a vu avec les élections de 2018, parce qu'il suffisait de quelques points des femmes républicaines, etc. Il suffisait que ce petit monde-là passe au côté démocrate, que dans pas mal de circonscriptions, ça balance chez les démocrates. On va en reparler dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat, mais on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Retour au débat de France 24. Deuxième partie, c'est tout de suite. On continue de parler évidemment de la campagne de Donald Trump qui a donc débuté la nuit dernière aux États-Unis. Campagne en vue de sa réélection, espère-t-il, en 2020. Avec toujours à mes côtés Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, avec également Anne Désine, professeure émérite à Paris-Ouest Nanterre, avec Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur américain. Et puis avec nous depuis Washington, Walid Pharres, conseiller auprès du Congrès américain sur le terrorisme. Vous avez conseillé l'actuel président Donald Trump sur sa politique étrangère au Moyen-Orient. C'était durant la campagne de 2016, Walid Pharres. Alors, les sondages, pour l'heure, donnent Donald Trump à la traîne sur ses poursuivants, on va le voir. D'après Fox News, quel que soit le candidat démocrate face à lui, eh bien, voilà, il est donné battu. Un sondage qui a d'ailleurs beaucoup agacé le président au point qu'il est tweeté lui-même que ses propres sondages confidentiels à lui le donnent en tête dans 17 États. Walid Pharres, où en est, d'après vous, l'opinion publique américaine ? C'est une Redux de 2016. Je me rappelle très bien, pendant les 12 mois, durant l'année 2016, tous les sondages donnaient Donald Trump comme un candidat qui va être battu dans les élections, et il ne l'était pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ces sondages, mais il faut les respecter, c'est les seuls sondages qui existent. Mais je voudrais faire un point sur la question de notre débat, ou de débat en général sur cette campagne. Si on utilise les slogans que les deux partis utilisent, on n'arrivera pas à faire une bonne analyse. Si on dit qu'il est menteur et Hillary Clinton doit aller à la prison, tout ça, on n'arrivera pas à un résultat. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de voir les nombres sur le terrain. C'est d'essayer de voir la différence entre les deux machines politiques. Le Parti démocratique, bien sûr, de tout temps, et il continue. Jusqu'à maintenant, il a une force organisationnelle bien supérieure aux républicains. On le sait. Donc, de l'autre côté, Donald Trump a un contact direct avec ses sympathisants que les candidats démocrates ne l'ont pas avec leur propre base. Je pense à ce point-là, nous sommes loin de novembre 2020, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui pourraient se passer, point de vue politique domestique, point de vue question internationale, enfin le ciel est, comme on dit en anglais, le ciel est la frontière. Mais je suis intéressé maintenant surtout par ce qui se passe dans le champ des démocrates. La voix de Ocasio, qui est sur la gauche, l'extrême gauche du parti, est en train d'être plus haute, plus entendue que la voix des autres candidats, y compris de M. Biden. Donc ce groupe dans le centre, c'est 5 à 10 millions. C'est pas beaucoup, mais ça peut balancer les résultats d'un côté ou de l'autre. Je ne m'occupe pas beaucoup de la base de Trump ou de la base classique démocratique, parce qu'on connaît leur nombre. Ce qu'on ne connaît pas, c'est en fait la direction que ce groupe au centre. Ce groupe au centre va décider qui est plus extrême que l'autre. Bien sûr, les deux côtés sont extrêmes. Les slogans qu'on entend dans les grands rallyes sont perturbants parfois. Mais ce groupe au centre va dire, est-ce que je vais voter pour Ocasio ou je vais voter pour Trump?
ça ne va pas être à propos de Biden, ça ne va pas être à propos des autres candidats démocrates pour le moment. Ça pourrait changer dans 7 mois, dans 8 mois, dans 9 mois peut-être. Mais pour le moment, c'est ça la bataille. Alors, celle que vous évoquez, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez n'est pas candidate, elle n'a pas l'âge qui lui permet de prétendre à la présidence des États-Unis. Mais évidemment, ce que vous évoquez, ce sont ses idées et son succès auprès du public, qu'elle popularise notamment elle aussi à coups de tweets quasi quotidiens contre Donald Trump, mais aussi contre la direction du Parti démocrate, notamment Nancy Pelosi à la Chambre des représentants qui en fait les frais quasi quotidiennement. On va revoir le fameux sondage Fox News qu'on évoquait à l'instant, mais qui est un peu à l'image de tous les sondages aujourd'hui aux États-Unis, simplement pour avoir une idée des principaux prétendants côté démocrate, parce que vous l'évoquiez à l'instant, Walid Pharez, c'est aussi dans ce camp-là que va peut-être se faire la différence à l'occasion de cette élection présidentielle américaine, tant il est vrai qu'une élection, ce n'est pas seulement un homme, mais c'est un face-à-face. Anne Désine, est-ce qu'il y a une différence, alors bien sûr programmatique entre ces 5 candidats, mais également dans leur capacité peut-être demain à mettre en difficulté Donald Trump? Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà la gamme d'âge, de 37 ans à 75, 76, la diversité. Il y a quand même beaucoup de femmes, il y a 2 Africains-Américains. Ça, c'est quand même bien. Le maire Pete, qui est homosexuel, affiché, ancien combattant, extrêmement cohérent. Pete Buttigieg, donc, qui est aujourd'hui 4e ou 5e. C'est pour ça qu'on l'appelle Mayor Pete. Et donc, alors, ce qui est intéressant, pour comprendre et pour mieux connaître les candidats, je trouve que le tirage au sort des 2 débats va être extrêmement utile. Parce que le premier soir, il y a quelqu'un, pour moi c'est un avantage, certains considèrent que c'est un inconvénient, Elizabeth Warren est la seule grande stature avec les bébés que personne ne connaît. Un peu Blanche-Neige et les 7 nains, si vous me passez l'expression. Et donc, elle a une chance considérable. Elle a bien travaillé ces dernières semaines et elle s'est relevée des attaques de Trump contre Pocahontas, etc. Si elle réussit à imposer son programme extrêmement intéressant... C'est prévalu en fait de liens avec les Indiens, les Indiens d'Amérique. Voilà. Donc elle a un programme très cohérent, très fouillé, en disant que la situation économique, c'est quand même dû à la non-application des règles antitrust qui sont non appliquées et sans doute plus adaptées au monde et au GAFA, par exemple. Si elle prend du temps pour expliquer ça, il faut se rendre compte que quand on compare l'enthousiasme de Trump, on essaie de trouver de l'enthousiasme du côté démocrate. Il y a 2 candidats démocrates qui réussissent à susciter de l'enthousiasme. C'est Bernie Sanders, mais je pense qu'il va éclater en vol à un moment ou un autre, peut-être pas après le premier débat, mais assez vite. Et là, Warren, elle a une chance. 2 candidats quand même très marqués à gauche, Oui, mais elle est marquée à gauche sans le côté populiste, parce que Sanders, c'est très bien, il a fait bouger les lignes en 2016. Mais enfin, grosso modo, même s'il a rajouté une petite touche de politique pour les Noirs, etc., son message, c'est anti-élite, anti-Wall Street, c'est quand même hyper populiste. C'est pas tellement anti-gun, par contre. Non, et pas très détaillé. C'est pas tellement contre la libre circulation des armes à feu, contrairement à d'autres du côté de Sanders, si c'était pas tellement exprimé sur le sujet en 2016. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Parti démocrate a changé depuis 2016. Oui. Grâce à Cortez Ocasio. Il y a eu l'équivalent de ce qu'ont été les Tea Party chez les Républicains, côté démocrate, avec l'apparition d'une nouvelle génération qui a secoué le cocotier. Oui, et donc là, on parle des démocrates socialistes. Franchement, vu de l'Europe, le socialisme des candidats démocrates ne m'impressionne pas trop. Ça reste toujours très capitaliste. Mais on a une aile gauche du Parti démocrate, on a des centristes et on parle beaucoup d'éligibilité, c'est-à-dire electability. Oui. Comment vous expliquez que Joe Biden, candidat qui a plus de 70 ans, soit aussi nettement en tête des sondages? Parce qu'Obama était un président très populaire. Il a été le vice-président d'Obama. Il est connu même avec parfois ses bémols et tout ça. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'était une valeur sûre et donc on le voit très bien face à Trump. Et il est assez... combattatif aussi, donc ça fait bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine de candidats chez les... Pour vous, on ne sait pas encore qui va sortir du lot. Chez les démocrates, on ne sait pas encore. Et pour moi, c'est une source de force pour le parti. S'il y a tant de candidats, c'est parce qu'ils pensent que c'est le moment. C'était le cas d'ailleurs précédemment côté républicain, en 2016. Que Trump est faible. Oui. Et je pense que ce débat qu'il y a au sein du Parti républicain, même si Trump le voit comme une faiblesse et autres, pour moi, c'est bien. Oui. C'est à ça que ça sert à un parti, d'avoir un débat sur le politique. Faire émerger un candidat fort. Non, mais pas seulement ça, c'est qu'en fait, chacun d'entre eux porte un ou deux thèmes.
Ben oui, mais et donc cet ami, oui, mais d'accord. Mais en fait, à la limite, si on est cynique, il y a déjà l'administration démocrate. Il y a un bon ministre de la Défense, il y a un bon ministre des Affaires étrangères. Et donc, chacun s'est séparé. Gilly Brandt, elle n'ira pas très très loin, mais elle parle des droits des femmes, des droits de la reproduction, l'avortement, etc. Kamala Harris, avec son passé de procureur, elle parle de la réforme de la justice pénale. Donc, ils se sont un petit peu partagés et donc ils occupent le terrain. Et moi, je pense aussi que c'est pas du tout un inconvénient parce qu'en fait, au fil des débats, il va y avoir, oui, certains vont disparaître, donc le champ va se resserrer et très vite, on va arriver à. Il y a des gens, par exemple, dont on parle très peu. Moi, je pense que. Je ne pense pas qu'elle sera la candidate, mais elle va monter un petit peu, qui est Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, parce qu'elle a le mérite d'être un peu centriste et de bien savoir résister aux attaques de Trump et de personnes comme Trump. Et c'est, à mon avis, un facteur essentiel pour résister dans l'élection générale. Laure Mandeville, on entendait tout à l'heure, je crois que c'est Walid Pharès qui nous disait que le Parti démocrate avait une supériorité en matière de capacité d'organisation sur le terrain, le grassroots, comme on dit en anglais. Est-ce que vous pensez que ça va jouer à nouveau lorsque l'on voit, par exemple, la patronne actuelle, la présidente actuelle du Parti républicain, tweetait dans la foulée d'ailleurs du discours, enfin du meeting hier de Donald Trump, que Donald Trump a déjà collecté plus de 25 millions de dollars en l'espace de 24 heures. On avait dit en 2016 que sa fortune personnelle, certes, lui permettait d'être candidat, mais l'argent n'était pas vraiment du côté des républicains. À l'époque, les gros donateurs s'étaient plutôt orientés sur celles qu'ils pensaient voir remporter l'élection, Hillary Clinton. Est-ce que cette fois-ci, ça va être différent ? En fait, moi, je pense que ça va être différent dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'en 2016, Trump a gagné cette élection avec son compte Twitter et une poignée de conseillers. Et avec son instinct politique. Et en montrant que le data mining est plus fort que les sondages. Quelque chose d'incroyable. La capacité à cibler des électeurs via Internet et les réseaux sociaux est plus fort que les instituts de sondage. L'équipe de Bannon, etc., a fait du data mining. Mais là, il va être beaucoup plus équipé. Parce que pour le coup, il était face aussi à une levée de bouclier du Parti républicain qui ne l'a pratiquement pas soutenu. Au contraire, s'est battu avec lui quasiment jusqu'à la fin. Vous vous souvenez de cette flopée, en fait, de républicains très connus, des milieux intellectuels, des politiques. Jusqu'à Ted Cruz, qui à la convention républicaine avait refusé de le soutenir. Donc il a vraiment gagné, je dirais, contre tous. Alors que là, il tient le Parti républicain qui est maintenant derrière lui, parce qu'il tient la base et que tout le monde s'est rangé derrière lui. Donc il va bénéficier aussi, effectivement, de leur capacité à quadriller le terrain. Est-ce qu'il sera aussi efficace que les démocrates, qui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, ont une très forte capacité à s'organiser en grassroots? Moi, il me semble qu'il va y avoir... Il y a deux vraies questions côté démocrate qui vont influer évidemment sur la campagne de Trump. C'est d'abord la question de la personne, c'est qui va émerger comme personnalité. Est-ce qu'une personne qui soit prête à encaisser les coups, ce que vous disiez, mais il y a aussi la question idéologique. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est quel parti démocrate va émerger. Est-ce que ça sera un parti démocrate justement très porté vers la gauche, qui va s'organiser plutôt sur les questions sociales, ou est-ce que ce sera à nouveau les questions identitaires comme Hillary avait tenté de le faire en amalgamant cette espèce de coalition des femmes, des noirs, des latinos, des gays, etc. À mon avis, ce serait une erreur, parce que ça ne leur permettrait pas justement de faire rebasculer cet électorat qui les avait quittés, à mon avis, pour ces raisons-là. Donc là, je pense qu'il y a une vraie... Un appel au social, justement, un appel populiste aux classes populaires? Un appel au social, et en même temps que ça parte pas trop vers la gauche. C'est-à-dire, je pense qu'il faut un programme de gauche assez musclé sur le plan social, mais pas sociétal. Voilà, mais peut-être pas sociétal, parce que je crois que ça donne des boutons à une grande partie de l'électorat, ce fameux électorat du centre dont parlait Walid Pharès. Vous vouliez ajouter, oui, Andésine? Je pense qu'effectivement, il faudra, si les démocrates veulent remporter l'élection générale, qu'ils ne soient pas déportés trop sur la gauche. Et il faut proposer des réformes économiques au sens large. Alors, à la fois la couverture médicale, mais aussi une réforme de l'économie de façon à ce que la richesse ne soit pas concentrée entre les mains. Ça, c'est une partie du message de Bernie Sanders, et c'est important. Et ce qui est
à mon avis, ce qui risque de se retourner contre Donald Trump, encore que rien ne se retourne contre lui, et jusqu'ici, il peut faire n'importe quoi, c'est que quand il a fait campagne en 2016, il a dit, vous voyez, moi je ne dépense pas d'argent. Enfin, il a bénéficié de 3 milliards de dollars de publicité gratuite, merci les médias. Il a même voulu se faire rembourser, dit-on, l'emprunt qu'il a consenti à sa propre campagne. Mais là, il est en train justement de collecter l'argent des gros groupes. Il aura sans doute le soutien d'un super PAC, et donc là, il va donner prise à ceux qui l'attaquaient. C'est eux, les choses qu'il attaquait en 2016, c'est-à-dire qu'il devient le candidat de l'establishment, le candidat. Et si les démocrates jouent finement, ils peuvent mettre le doigt sur ce qui est un problème pour lui, je pense. Justement, alors Walid Pharres, on a entendu effectivement à nouveau hier Donald Trump se présenter comme un outsider, dénoncer les élites washingtoniennes, continuer à jouer les mavericks, les troubles-fêtes, comme on dit aux États-Unis. Et pourtant, c'est vrai, qu'a-t-il réformé concrètement? Le système financier est sans doute plus libre encore qu'il ne l'était auparavant, en tout cas sous les règles qui avaient été édictées sous Barack Obama après la crise financière. Et puis pour ce qui est du financement des partis politiques, en quoi Donald Trump a-t-il asséché le marigot à Washington? D'abord, il a récupéré le Parti républicain, ce qui est très important, ce qui n'existait pas durant notre temps en 2016. Pas tout le Parti républicain, il y a une grande partie de l'élite, des intellectuels, comme vous les appelez, on les appelle ici. Donc, il a ce plus, cet avantage qu'il a maintenant la machine du Parti républicain. Mais quand même, la machine du Parti démocratique est quand même beaucoup plus large, beaucoup plus sophistiquée, mieux financée, malgré le fait que le président Trump maintenant est en train de collecter beaucoup de sommes. En général, le Parti républicain est un parti de cadres. Il a besoin toujours d'un homme ou d'une femme qui peuvent donner une idéologie ou une doctrine, même pas une idéologie, comme Reagan, par exemple. Pas comme George Bush, le premier et le second, mais comme Reagan. C'est ce que le président Trump est en train de faire. La base de ce parti de cadres, maintenant, est vraiment les 50 à 60 millions d'électeurs qui sont protestants evangelicals. Ça, c'est sa base principale. C'est pour cela, quand il va aux rallies, il ne s'occupe pas beaucoup des argumentations de la gauche ou du centre, il s'occupe de sa base. Le Parti démocratique, il a une institution beaucoup plus avancée. Il a avec lui un grand allié, c'est 80% ou 90% des médias. Les campus, les jeunes, les minorités. Donc, la priorité pour le Parti démocrate après la bataille des primaires, moi, ma grande question, ça dépend quand elle va se terminer. Quand la bataille entre les 10, 12 ou les 5 principaux candidats démocrates va se terminer, tout va dépendre des 5-6 mois qui vont rester et qui va être le candidat. À mon avis, pour le moment, l'establishment du Parti démocratique pense à Biden. Et je pense qu'ils sont en train de rechercher qui sera le vice-président, le candidat pour la vice-présidence. Il y a beaucoup de sources qui parlent de... Oui, allez-y. Allez-y, je vous laisser quand même nous dire quelles sont les sources, enfin surtout quelle est l'hypothèse, que du coup on a envie d'écouter la fin de la phrase. Pardonnez-moi, j'avais une autre idée en tête, mais je vais poser ma question juste après. Allez-y, je vous laisse terminer, Walid Pharres. Alors, quel vice-président ? Oui, je vais juste terminer sur un point, c'est que la vraie bataille, si on utilise les bisectrices comme on dit ici, ça va être dans le centre. Mais le centre est 3 centres en fait. Il y a le centre droit, qui est influencé par le Parti républicain et l'institution républicaine, mais qui ne sont pas membres de ce parti, ils sont surtout des indépendants. Le centre-gauche modéré du Parti démocrate, mais il y a aussi le centre-centre. Ce sont des individus qui ne sont pas affiliés, qui se réveillent pendant les élections, dans le sens où ils vont se mobiliser. Et ma conclusion est la suivante. Si le Parti démocratique peut influencer le centre-droit, ils vont gagner. Si le Parti républicain, sous M. Trump, vont seulement influencer le centre-centre, même pas le centre-gauche, il aura des chances pour gagner encore une fois. Quel colistier pour Joe Biden, nous disiez-vous à l'instant? Quelles sont les hypothèses ou les rumeurs qui circulent à Washington? Kamala Harris. Il y a des rumeurs, il y a des sources, mais il y en a beaucoup. Dans mon analyse, c'est quelqu'un qui pourrait représenter les femmes et les minorités. Et on regarde vers le nom de Kamala Harris. C'est ce que nous disait d'ailleurs en même temps que vous, Laure Mandeville. Donc effectivement, ça semble être une rumeur insistante. Un mot quand même, parce que je vous interrogeais là-dessus, et je vous demanderais d'être, s'il vous plaît, si vous voulez bien l'être, bref, Walid Pharres, pour laisser parler également les autres invités ici même, mais sur cette question quand même d'assainissement de la vie politique américaine qu'avait promise Donald Trump, où en est aujourd'hui le poids des lobbies, des special interests, comme on dit aux États-Unis? Toujours immense. Enfin, ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années, les enquêtes et tout ça, n'a pas vraiment changé le pouvoir. Il y a les régulations de la FARA pour les organisations
internationales, mais il y a aussi les législations qui existent maintenant. Je pense que le débat a été tellement lourd pendant les 2 dernières années que pas de grandes choses ont été vraiment faites jusqu'à présent. Jeffrey Hawkins, est-ce que à drainer le marécage... C'était un des arguments de Trump. On a dit, élisez un homme riche qui n'a pas besoin de s'enrichir par la politique. C'est impensable d'en parler parce que franchement, on regarde autour du président. Il y a son conseiller pour la sécurité nationale, il y a son avocat personnel, il y a le président de sa campagne électorale qui avait tous été condamnés. Il y a cette affaire de la Russie et même si le procureur spécial n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour une collaboration avec les Russes. Par contre, l'entrave à la justice, il a laissé ouvert cette question-là. On a tellement d'exemples. On a mentionné d'ailleurs les dizaines de milliers de mensonges du président. Il y a Marianne Kelly qui avait enfin le Hatch Act, donc qui a parlé politique quand elle ne devait pas en tant que représentant de l'administration. Et quand le chef du bureau qui s'occupe de ces violations du Hatch Act lui a fait leur morale, elle a dit bla bla bla. Je veux dire, il y a si peu de respect pour la loi dans l'administration Trump, c'est incroyable. Donc de parler d'assainissement du marécage. Même, en fait, on a des chiffres. Il y a un think tank de gauche qui s'appelle ProPublica qui montre les gens qui sont autour de Trump. Les gens autour de Trump, ils sont milliardaires, pour plusieurs d'entre eux, tous millionnaires, mais surtout, ils viennent des entreprises à la tête. Et on les a placés à la tête de ministères ou d'agences qui sont censés réglementer... Vous dites qu'il y a des conflits d'intérêts. Ah ben complètement. Le conflit d'intérêts règne en maître. C'est plus une exception, c'est la règle. Ils sont tous en... Enfin, il n'y a pas qu'aux États-Unis, on est bien d'accord. Non, là, vous avez complètement raison. Là, je ne veux pas du tout prétendre que Trump a assaini quoi que ce soit. Je pense qu'il n'en avait en réalité pas du tout l'intention. Et que mais ce qu'il faut reconnaître, moi j'ai passé quand même 8 ans à Washington, honnêtement... Vous dites ça a toujours existé. Exactement. C'est-à-dire que... Je crois que c'est augmenté. Honnêtement, je ne pense pas. Moi, j'avais lu plusieurs livres sur ce sujet. La connexion, les connexions, je dirais, incestueuses entre le monde du business et le monde de la politique aux États-Unis, je crois quand même que c'est quelque chose de profondément installé. On a tous écrit sur le triangle. En tout cas, pour véritablement, le seul qui voulait vraiment faire quelque chose, c'était Bernie Sanders. Qui avait un projet assez précis sur cette question. D'ailleurs, les deux partis. Il y a eu combien de condamnations des proches de Trump, bien Barack sûr. Obama? Aucun. Oui. C'était très différent. Sur ce qui est des thèmes, parce qu'il nous reste très peu de temps, on a entendu dans le sujet au début de ce débat Donald Trump évoquer son succès en matière d'économie. C'était devenu presque rare parce que c'est vrai qu'on l'entend surtout sur une autre thématique, la thématique identitaire. Exemple avec ce tweet qui a beaucoup fait parler ces derniers jours où il promet des millions d'expulsions de clandestins. On va le voir dans un instant. Est-ce là-dessus que va se jouer l'élection, d'après vous, Walid Pharres? Ça va marcher avec sa base. Enfin, sa base est tout à fait opposée à ce qui se passe maintenant sur les frontières. Elle est opposée à la naturalisation automatique, disons, de tous les émigrés illégaux, comme on les appelle ici. Mais en même temps, le centre, lui, il est très nerveux à propos de la question de cette immigration illégale, mais il n'aime pas cette rhétorique. Mais en fin de compte, le choix que le centre va faire, c'est entre ce narrative, cette rhétorique qu'il ne fait pas, qu'il ne donne pas ce confort, et les faits sur le terrain. S'ils vont continuer à voir ces incidents sur la frontière, s'ils vont continuer à voir que la majorité démocrate dans la Chambre des représentants ne s'occupe pas de cette question, ne veut pas s'occuper de cette question, il se peut qu'ils vont perdre des votes pour des gens qui ne sont pas très contents avec la rhétorique de M. Trump, en réalité. C'est l'un des aspects du programme de Trump sur lequel il n'y a pas eu vraiment de modification, finalement, malgré les tentatives de Trump de bannir un certain nombre de ressortissants de certains pays, d'entrer sur le territoire américain ou de construction du mur. Il n'a pas réussi pour l'instant. Non, alors, il n'a pas réussi le mur et il y a des flux d'étrangers illégaux qui passent la frontière. Ça, c'est un vrai problème. Simplement, donc on peut lui reconnaître d'avoir mis le doigt sur une réalité que d'autres politiques avant lui ne mentionnaient pas aux États-Unis. Si, on le savait. Enfin, je veux dire, simplement, ça fait 16 ans que le Congrès est incapable de voter une loi, parce qu'il est question quand même d'essayer de voir comment... Parce qu'il faut limiter le nombre des illégaux, mais l'économie américaine a besoin de ces immigrants. C'est une économie qui est fondée sur l'immigration. Prenons un exemple, le décret anti-immigration de Trump, celui qui disait on va bannir tous les musulmans, etc. Bon. Dans les actions en justice... 8 pays.
Ressortissants de 8 pays oui, alors au musulmans. début, ça a été 7, puis ça a été 6, puis ça a été 8 pour rajouter des pays de façon à noyer le poisson, si j'ose dire. Mais ce qui est intéressant, c'est dans l'action en justice, les actions en justice qui ont été intentées, c'est bien sûr, il y avait des organismes de liberté publique, et CLU, bien sûr, il y avait les malheureux Irakiens qui essayaient de pouvoir rentrer sur le territoire, mais il y avait des entreprises et des universités, parce que les entreprises, elles ont besoin de recruter des immigrants. Et les universités, le système universitaire américain tient sur les étudiants étrangers. Ce sont eux qui paient les droits d'inscription et ce sont eux qui forment les rangs de tout ce qui est les études avancées en mathématiques, en sciences, en informatique. Oui. Donc si on ferme les États-Unis à cette arrivée d'étudiants et de salariés, ce sont des pans entiers de l'économie qui s'effondrent. Jeffrey Hawkins, on imagine que pour vous, c'est une partie de la politique de Donald Trump qui n'est pas acceptable, mais qui parle à des Américains. Mais écoutez, c'est un sujet extrêmement compliqué. Et on a essayé depuis des décennies de trouver une solution. Et c'est vrai que l'économie américaine, il y a des secteurs, notamment l'agriculture, où ça marche beaucoup avec la main-d'œuvre clandestine. Mais si on veut s'attaquer réellement à ce problème, ce n'est pas en construisant un mur. Mais voilà. Donc, le président Trump, il opte pour des symboles qui plaisent à sa base et qui n'ont rien à voir avec une vraie solution à un problème très compliqué et qui est là depuis très longtemps. Laure Mandeville, jusqu'à quand Donald Trump sera-t-il crédible sur cette question auprès d'une partie de son électorat qui est impatiente de voir des solutions ? Moi, en fait, c'est une vraie question. Je voulais juste dire que jusqu'à Trump a paru crédible quand les gens ont voulu, enfin, les gens que cela préoccupait l'ont élu, parce que les gens précédemment n'étaient pas crédibles. Vous disiez, on a essayé depuis des décennies de trouver une solution. Il faut quand même dire aussi les choses, c'est-à-dire qu'il y a eu de manière de facto une alliance entre un parti républicain où dominait le business qui voulait une main-d'œuvre bon marché et du côté républicain qui voulait des troupes politiquement, parce que en général les immigrants votent pour le Parti démocrate. Pour le Parti démocrate. Donc il y a une alliance des démocrates et des républicains pour laisser faire. Et pendant des décennies, Donald Trump est le premier à avoir mis les pieds dans le plat de cette manière-là. Je pense qu'il a mis les pieds dans le plat, et c'est pour ça que tout d'un coup il y a une partie de l'électorat qui a sursauté et qui a dit voilà quelqu'un qui veut régler le problème. Le problème est extrêmement complexe. Ça c'est ce qu'on disait là. Mais je pense que son électorat, et là je suis complètement d'accord aussi avec Walid Pharres, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une espèce d'effet de balance. Il y a d'un côté le fait qu'il essaie de régler le problème, qu'il se démène comme un beau diable, qu'il menace le Mexique, qu'il parle à l'Amérique centrale en disant on va couper les aides si vous continuez à envoyer des dizaines... il y a 100 000 migrants quand même qui arrivent sur la frontière tous les mois. C'est quand même un vrai problème. Mais il y a aussi, je pense, ce malaise au sein d'une partie de l'électorat, notamment au centre, mais généralement aux États-Unis, sur une rhétorique qui leur paraît excessive, souvent humiliante. Et donc, je pense que vraiment, il y a une sorte... On se demande si une polarisation. Merci beaucoup, Laure Mandeville. Merci à vous, Ndezine, également, à Jeffrey Hawkins et à Walid Pharres qui était avec nous en duplex de Washington. C'est déjà la fin du débat.